Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au principe fondamental de l'optique géométrique, le principe de Fermat. Avant de vous présenter ce principe, on va s'intéresser aux deux définitions sur lesquelles repose ce principe. La première définition, c'est qu'est-ce qu'est un rayon de lumière. Alors en optique géométrique, ce qu'on va considérer, c'est que la lumière est formée de lignes de lumière, des lignes infiniment fines, arbitrairement fines, et elles vont être indépendantes les unes par rapport aux autres. Donc on va décomposer n'importe quel faisceau en lignes de lumière. Je parle de ligne parce qu'on va tout de suite oublier la notion de ligne droite, mais vraiment de ligne au sens mathématique. La lumière suit une courbe et on va se poser la question, quelle courbe suit réellement la lumière? Alors on peut faire le lien entre cette définition et ce qu'on a vu précédemment sur les solutions des équations des ondes, des solutions élémentaires. De façon très simple, le rayon lumineux, ça va correspondre vraiment à la direction de propagation de notre onde. Donc on prend une ligne qui va suivre finalement le vecteur d'onde et ça va former notre rayon lumineux. On peut garder cette vision qui sera utile pour la suite. Alors maintenant, deuxième définition fondamentale en optique géométrique, c'est la définition du chemin optique, et je vais vous en donner deux, une pour le milieu homogène et une qui sera pour les milieux inhomogènes, qui sera en fait la définition exacte. Alors, dans un milieu homogène, le chemin optique entre deux points A et B va être défini comme la distance parcourue par la lumière, AB, multiplié par l'indice de réfraction. Ça se note AB avec des crochets, et ça c'est une définition qui va être très simple. On prend juste l'indice et on multiplie par la longueur. Donc si on a une courbe comme ça, on prend la longueur de cette courbe et on multiplie par l'indice. Ça c'est une définition qui est spécifique au milieu homogène. Vous pouvez la conserver parce qu'elle sera très utile. Par contre, on peut la généraliser et la rendre plus valable dans tous les milieux, en particulier des milieux inhomogènes. Donc cette fois-ci, on va avoir un indice qui dépend de la position d'espace. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va découper notre parcours. Donc la lumière va de A à B selon la courbe R. On va prendre des petits éléments infinitésimaux. Et dans ces éléments, on va considérer que l'indice est constant. Donc on va multiplier la distance dl parcourue dans cet indice constant par l'indice nr, la position exacte, et on va faire la somme de tous ces éléments infinitésimaux. Donc ça, on se retrouve avec une intégrale. Le chemin optique, cette fois-ci AB, ça va être l'intégrale de A à B suivant la courbe R, suivant la trajectoire suivie, n de R fois dl. Et on va donc découper en petits morceaux. Cette définition, naturellement, englobe la définition précédente, puisqu'on va se retrouver avec n qui va être constant, donc on va pouvoir sortir de l'intégrale, et on va se retrouver avec juste l'intégrale de dl, c'est-à-dire la longueur R, la longueur du chemin de la distance parcourue. Alors on met ça de côté et on va regarder les propriétés de ce chemin optique. C'est vraiment une définition de maths. Voilà. Donc si on sait que la vitesse de la lumière, c'est donné par c sur n, et qu'on veut calculer le temps parcouru, le temps mis pour aller d'un point A à un point B, si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir que le temps mis pour aller de A à B, c'est égal au chemin optique AB divisé par c. C'est pas compliqué à voir, puisque si AB c'est n fois AB, on se retrouve avec n sur c ici, et finalement c'est la distance AB divisée par la vitesse c sur n. On peut voir aussi que le chemin optique pour aller de A à B, va être suivant une courbe, va être le même que le chemin optique pour aller de B vers A. Donc si on suit la même courbe, on va se retrouver avec le même temps pour aller de A à B ou le même temps pour aller de B vers A si on fait retourner le sens de propagation de la lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. On verra que ça a une application intéressante quand on aura énoncé le principe de Fermat. Alors je fais une petite digression qui va être importante en fait, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est décrire les phénomènes d'optique physique, donc l'optique ondulatoire. Là, on fait un cours sur l'optique géométrique et je vais appuyer un petit peu sur le lien qu'il y a entre les deux. Donc je vous rappelle, ici, j'ai pris l'exemple d'une onde sphérique. J'aurais pu prendre l'onde plane, mais j'ai pris le plus compliqué pour que ce soit plus marquant. Et on avait vu que notre onde sphérique, elle se propageait dans la direction de K, de façon radiale. Ici, on a notre vecteur d'onde. Et donc là, par exemple, on peut s'intéresser à l'onde qui a atteint le point M ici, en partant de la source S. Donc là, si j'écris l'amplitude lumineuse, je vais avoir A0 sur Sm, c'est la décroissance en 1 sur R, exponentielle de IK scalaire Sm moins oméga t. Ça, c'est juste l'écriture de notre onde sphérique, la forme de l'onde sphérique. Je vais simplifier un peu la donne. On voit que finalement, K et le vecteur Sm, ils sont collinéaires et dans la même direction. Donc, je peux remplacer K scalaire Sm par juste K fois Sm.
Voilà, pas trop, c'est pas très compliqué. Ce terme de phase, K scalaire SM, je peux le simplifier en écrivant que K c'est 2pi sur lambda fois SM. Et si j'avance encore, le lambda, c'est la distance parcourue en une période. Donc c'est t fois la vitesse c'est c sur n, donc c'est t sur n, le lambda. Maintenant le n, je vais le basculer autour du Sm, comme ça, et ici vous reconnaissez le chemin optique. Donc je peux écrire ça sous cette forme-là, c'est 2pi lambda 0 fois Sm. Alors, lambda 0, c'est quoi? Parce que je suis allé vite là, lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide, puisque c'est c fois t, donc on a pris la même période, mais cette fois-ci, on a pris la vitesse de la lumière dans le vide. Donc finalement, je peux écrire ça en 2pi sur lambda 0, et ici, toujours mettre le chemin optique, et ce terme-là restera toujours constant, quel que soit le milieu que j'étudie. En fait, finalement, c'est comme si on mettait la notion de milieu dans cette partie-là et on la mettait jamais de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à parler de longueur d'onde dans le vide constamment, c'est la référence. On peut aussi revenir sur une écriture avec le vecteur d'onde, la norme du vecteur d'onde, K0 fois Sm. Donc dans le futur, quand on va étudier les ondes sphériques ou les ondes planes, puisqu'on peut faire la même démarche sur les ondes planes, ici, dans cette écriture, on pourra faire intervenir directement le chemin optique en mettant ici pas le vecteur d'onde, mais le vecteur d'onde dans le vide. Ça va nous permettre de calculer plus facilement les choses. Alors j'en arrive maintenant au principe de Fermat. Si vous étiez devant moi et que je vous demandais comment se propage la lumière, j'aurais les réponses suivantes. La lumière se déplace en ligne droite, la lumière suit le trajet le plus court en temps. C'est pas complètement faux, mais c'est pas suffisant. Ça, c'est ce que vous pouvez conserver dans votre esprit tant que vous êtes au lycée. Quand on arrive maintenant à l'université et qu'on est un vrai physicien, on peut pas se permettre d'avoir quelque chose de si vague. Donc on va essayer de donner quelque chose de plus précis. Et ce qui décrit comment se propage la lumière en optique géométrique, c'est le principe de Fermat. Encore une fois, c'est en optique géométrique. Ce n'est pas ce qui va être utile réellement dans les autres visions, mais ça va rester tout à fait pertinent puisque c'est un principe qui va être vérifié. Alors voici le principe de Fermat que je vais vous énoncer. Ce principe pourrait être démontré à partir de l'optique ondulatoire, mais ça reste le principe fondamental de l'optique géométrique, donc je vais l'énoncer et on ne va pas le démontrer. Donc l'énoncé pourrait être « La lumière va d'un point A à un point B en suivant tous les chemins optiques stationnaires locaux à sa disposition ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière, on va prendre tous les chemins optiques que l'on peut étudier et on va prendre tous ceux qui sont minimales ou maximales. Alors il y a une autre possibilité, mais elle est très peu, on la trouve très peu souvent, donc je ne vais pas l'étayer, c'est pas la peine de complexifier la chose. Mais en gros, la lumière va prendre tous les minimums locaux ou tous les maximums locaux qui sont à sa disposition. Donc imaginons qu'on a un point A à un point B ici. Si on a un milieu constant, on pourrait imaginer que le chemin qui est ici, c'est un chemin qui est tout à fait valable. Mais en fait, si je m'écarte un tout petit peu de ce chemin, je vais avoir un chemin qui va être un peu plus grand. Donc c'est pas un maximum, puisque si je m'écarte un peu, je peux avoir un peu plus grand. Mais je peux aussi m'écarter et avoir un chemin clairement qui va être un peu plus petit. Donc c'était ni un maximum, ni un maximal, un minimal local. Par contre, si je prends la ligne droite, là, on prend la ligne droite entre A et B, dans un milieu homogène. Le chemin optique est clairement un minimum, puisque si je m'écarte un tout petit peu, je vais rallonger la distance parcourue, et donc je vais augmenter mon chemin optique. Donc finalement, ce principe explique pourquoi dans un milieu homogène, la lumière va bel et bien en ligne droite, sous forme de segment, entre deux points. Donc voilà, le minimum ici, c'est le segment AB. Alors, dans un milieu homogène, ce qu'il faudra retenir, et ce que vous savez en réalité, c'est que les rayons de lumière sont des segments de droite. Dites pas que c'est en ligne droite, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il peut y avoir des réflexions, ce genre de choses, donc on va garder en tête que la lumière va se déplacer sous forme de segments de droite, dans des milieux homogènes. Alors maintenant, on va appliquer ce principe de Fermat dans d'autres configurations. Ici, tout est dessiné, donc on va regarder au fur et à mesure les dessins. Imaginons qu'on ait un miroir comme ceci, en forme de parabole, qui réfléchit la lumière sur cette face. On a de la lumière qui part du point A dans toutes les directions, et on veut savoir comment elle peut atteindre le point B. Donc la lumière va prendre ce minimum entre A et B, d'après le principe de Fermat, qui est la ligne droite entre A et B.
On peut chercher également à envoyer la lumière en passant cette fois-ci avec une réflexion sur le miroir. Donc là, on va aller jusqu'au miroir en ligne droite puisqu'on est dans un milieu homogène, donc il n'y a pas de raison d'atteindre le miroir en prenant une courbe compliquée. Donc on va aller en ligne droite jusqu'au miroir et on va aller également sous forme d'un segment jusqu'au point B. Et vous voyez que si je prends ce chemin-là, en rouge, si je me décale un tout petit peu, on va avoir un chemin qui va être plus petit. Et si je me décale par là, il va être plus grand. Donc si je me décale dans cette direction, il va être plus petit, plus petit, plus petit. Je vais atteindre ici un minimum. Et si je m'éloigne de ce côté-là, ça va augmenter. Donc ce point-là est un minimum local. La lumière va donc emprunter également ce chemin pour aller de A jusqu'à B. Donc vous voyez que le principe explique également le phénomène de réfraction à ce niveau-là. Un deuxième exemple, cette fois-ci on prend en fait exactement un miroir dans le sens opposé, donc toujours une parabole, mais cette fois-ci ouverte vers le haut, et on va chercher les chemins que va pouvoir prendre la lumière. Alors on peut toujours y aller en ligne droite entre A et B, mais on peut y aller également avec une réflexion au niveau du miroir, comme ceci par exemple. Mais on voit que si je m'éloigne ici, je vais augmenter mon chemin optique, et si je vais jusque là, je vais l'augmenter. Si je m'éloigne de ce côté-là, je vais le rediminuer. Donc ce point-là est un maximum de chemin optique, et donc il y a bel et bien une réflexion comme cela qui va se passer pour aller de A à B. Alors faites attention, parce que très souvent, vous avez le réflexe de vous dire « Ah mais je connais les lois, les fameuses lois de Snell-Descartes qui expliquent comment on se réfléchit sur un miroir, et comment on va être réfracté entre deux milieux. » Bien sûr, ces lois sont vraies, mais là on les met de côté, ces lois, parce que ces lois vont être en fait démontrées par le principe de Fermat dans l'optique géométrique. Donc pour l'instant, ce que je veux vérifier avec vous, et ce qu'on vient de vérifier ensemble, c'est que ça semblait bien marcher sur des choses qui nous paraissent relativement intuitives, hein, et qui sont dans les lois de Snell-Descartes. Donc on va démontrer justement ces lois de Snell-Descartes à partir du principe de Fermat. Je ne vais pas toutes les faire parce que c'est deux fois la même chose. On va s'intéresser juste à la loi de Snell-Descartes sur la réfraction. Alors allons-y, on va se mettre dans une situation où on a deux milieux. Les lois de la réfraction marchent comme ça. On a ici au-dessus de l'axe horizontal, un indice n, noté ici, donc on est dans un milieu d'indice n, et en dessous de cet axe, on est un milieu n'. On a un rayon qui va partir de A, qui va aller jusqu'au point B, donc ça on part du principe qu'on va de A jusqu'à B, et la question c'est de savoir où est-ce que va passer la lumière, donc on va chercher le bon point C ici sur l'axe, pour que la lumière aille bien de A jusqu'à B. Alors pour simplifier, on a positionné le point A sur un axe, l'axe des ordonnées, donc il a une coordonnée 0 et une abscisse de 0 et un ordonnée ZA, et on a le point B cette fois-ci qui lui a une certaine distance L par rapport à l'axe des ordonnées, donc il a une coordonnée L et ZB, il n'y a pas de virgule, hein, c'est ZB. On sait que dans cette zone-là, la vitesse de la lumière, c'est C sur N. Dans cette zone-là, on a une autre vitesse de la lumière, C sur N', et on est dans une situation, pour le dessin en tout cas, telle que N' est supérieur à N. Et on va chercher le point C, la position du point C. Donc C a une coordonnée 0 en ordonnée, et X, et le but du jeu, c'est de trouver le bon point X, enfin la bonne valeur de X. Alors, il y a un petit jeu qu'on fait souvent quand on passe les concours, on déguise ce calcul en disant voilà, il y a un problème classique, je suis un sauveteur de natation, je suis ici au point A, ici donc je suis sur la plage, ici je suis dans l'eau, et il y a quelqu'un qui se noie au point B, et la question est de savoir où est-ce que je dois rentrer dans l'eau pour sauver, pour arriver le plus tôt possible au point B, et donc pour sauver la personne qui est en train de se noyer. Et ben en fait c'est exactement le même jeu, hein, mais là on va pas le faire en version déguisée, on va vraiment faire la partie optique. Alors on va d'abord commencer par calculer le chemin optique entre A et B. Le chemin optique, on va prendre une ligne droite entre A et C, hein, puisqu'on sait qu'on doit se déplacer en ligne droite dans un milieu homogène. On est dans un milieu homogène, donc on va prendre une ligne droite, et puis on va aller de C à B, suivant une ligne droite. En fait, je l'avais déjà affiché sur mon dessin. Donc finalement, le chemin optique, ça va être N fois C plus N' fois CB. Ok, maintenant on va utiliser notre cher Pythagore, théorème de Pythagore, pour donner la valeur de cette distance AC et CB en fonction de X. Donc la distance AC, en fait ici on se déplace sur une distance X, ici on a une distance ZA, donc c'est tout simplement racine de X carré plus ZA au carré.
Et ici, alors il faut faire attention, il faut prendre ce petit triangle qui est ici, pour savoir la distance ici. Donc la hauteur, elle est donnée directement par ZB, donc c'est pour ça qu'on a ZB au carré, et cette distance-là, eh ben, c'est finalement L moins X. Voilà, donc ça c'est L moins X, et donc au carré. Donc on a CB égale racine de L moins X au carré plus ZB au carré. Donc finalement, mon chemin optique, bah, si je remplace AC et CB par ce qu'on vient d'écrire avec Pythagore, on obtient un truc comme ça. Et on voit que ça dépend seulement, ça dépend de X. Les autres, ZA, N', et ZB sont des paramètres. Donc ceux-là, ils sont définis par la géométrie de mon problème. Je n'ai pas à aller chercher des valeurs ni à jouer avec ça. Ok, donc continuons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à minimiser le chemin optique. Minimiser quelque chose, c'est chercher la dérivée par rapport à ce qu'on veut minimiser, c'est-à-dire qu'on va chercher le point X tel que mon chemin optique soit à un extrémum et en particulier un minimum. Ça, c'est le principe de Fermat. On va chercher donc le minimum. Pour cela, on va dériver cela par rapport à X et on va chercher pour quelle valeur de X la dérivée est égale à 0. Alors la dérivée, elle est un petit peu difficile à faire et je vous demande vraiment de savoir le faire parce que ça va être très courant dans les prochains calculs. Il faut savoir dériver ce type de choses. Alors pour simplifier, j'ai déjà commencé par dériver la première partie, puis après dans un deuxième temps, on dérivera la deuxième partie de cette équation. Donc on va dériver racine de x carré plus za au carré. Donc en fait, il faut faire deux choses pour faire cette dérivée. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle un changement de variable. Je vais poser que grand X, c'est X au carré, voilà. Et je vais dériver mon équation maintenant où j'ai remplacé X carré par grand X. Je vais la dériver par rapport à X, puis je vais dériver grand X par rapport à petit x, ce qui revient à faire la dérivée par petit x. Donc ça, c'est tout simplement des maths. Et il faut savoir dériver, ça c'est la deuxième chose qu'il faut savoir faire, il faut savoir dériver des formes du style x plus quelque chose, puissance quelque chose. Donc je vous rappelle cela, à vraiment savoir sans hésitation, si vous avez à calculer la dérivée de 1 plus x puissance alpha prime, donc la dérivée, voilà, et c'est alpha facteur de x de 1 plus x puissance alpha moins 1. Donc on est parfaitement dans cette situation, à part qu'on n'a pas un 1, mais on a za, mais ça pose pas de problème, et on a notre alpha qui vaut 1,5. Donc la dérivée, cette dérivée qui est la première partie de la dérivée, ça va nous donner un 1,5 qui vient, donc ça correspond à notre alpha, facteur de x plus za au carré, et ici on va mettre alpha moins 1, ça va donner 1,5 moins 1, ça va donner moins 1,5. Et puis après, il ne faut pas oublier de dériver grand X par rapport à X, mais là c'est très simple, on va dériver X au carré, et donc on obtient 2X. On obtient donc tout ça, on va pouvoir simplifier par le 2, et on obtient X sur racine de X carré plus ZA au carré. Je vous invite vraiment à le faire vous-même, parce qu'il va falloir savoir faire ça pour tous les calculs futurs. En fait, on va très souvent se retrouver dans une situation où on va calculer les distances avec Pythagore, et on va se retrouver donc à devoir dériver les choses très souvent. Pas pour les mêmes raisons, là on cherche un minimum, mais en réalité, nous on va avoir besoin de faire très souvent des développements limités et donc des dérivations. Alors maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième partie de l'équation, le racine de L moins X, le tout au carré, plus ZB au carré. Donc la démarche est la même, c'est juste un tout petit peu plus compliqué. On va faire un changement de variable en posant grand X égale L moins X au carré. Et on va dériver cette partie-là par grand X, puis on va dériver ensuite grand X par X. Donc la dérivée de ça, c'est exactement la même que celle-là, à peu de choses près. Donc on a juste à ajuster le ZB par le ZA en ZB, sachant que le X ici ne représente pas la même chose, hein, faites attention, c'est le X qu'on a posé là. Et après, il va falloir dériver la partie X en fonction de petit x. Donc il faut dériver ça. Alors, le plus simple, c'est de développer. Comme ça, on obtient x au carré moins 2lx. La partie L carré, elle n'a pas d'importance pour la dérivée. Et si on dérive, on obtient 2x moins L. Si on simplifie maintenant par 2, on obtient x moins L sur racine de L moins x le tout au carré plus ZB au carré. Alors réécrivons ça proprement pour le chemin optique. On a la première partie ici, la deuxième partie ici, avec les n et le n et le n' qui apparaissent. Et je vous rappelle qu'on cherche un minimum. Donc on va chercher une valeur de x telle que cet objet soit minimum. Alors une petite chose qui est déjà affichée ici, mais qu'il faut remarquer, c'est que finalement racine de x carré plus za au carré, c'est exactement, si on applique Pythagore dans ce triangle, c'est exactement la longueur AC.
Et puis la racine de L moins X au carré plus ZB au carré, hein, c'est exactement L moins X au carré plus ZB au carré ici. Et je prends la racine, c'est exactement CB. Donc je peux remplacer ça par AC et cette partie-là par CB. J'obtiens une chose plus compacte. Et ça, je veux que ce soit égal à 0 pour satisfaire le principe de Fermat. Je cherche donc des extrémums. Et en particulier, je cherche un minimum ici. Donc si je fais ça et que je prends cette partie-là et que je la bascule de l'autre côté, j'obtiens cette égalité. Et vous remarquez qu'on a x sur AC. X, c'est ceci, et AC, c'est ça. Donc x, je peux le redessiner ici, et AC, c'est cette partie-là. Ça forme un triangle rectangle. Et je peux finalement observer que x sur AC, bah, c'est exactement le sinus de cet angle-là que je vais appeler θ. De la même façon, on a L-x. L-x, ça c'est L, ça c'est X, donc L-X c'est cette partie-là, L-X on est ici, CB c'est ça, donc bah, L-X sur CB c'est exactement le sinus de cet angle-là que j'appelle θ'. Et j'obtiens N sinus θ égale N' sinus θ'. Exactement la loi sur la réfraction, l'une des lois sur la réfraction de Snell-Descartes. Donc voilà, on vient de démontrer quelque chose que vous n'aviez jamais démontré, que vous aviez pris pour acquis. En fait, on peut faire la même chose sur la réflexion et démontrer la loi de la réflexion grâce au principe de Fermat. Donc ce qui est fondamental, c'est le principe de Fermat. Il démontre les lois de Snell-Descartes. Et si vous vous rappelez de vos cours d'optique géométrique, à partir des lois de Snell-Descartes, on démontre toutes les formules de conjugaison des dioptres sphériques, des miroirs sphériques, des lentilles, etc. Donc c'est vraiment basé sur le principe de Fermat. Toute l'optique géométrique est basée sur le principe de Fermat.